Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au salon professionnel Braze Transition avec la première table ronde de ce vendredi, comment inverser la courbe des consommations, efficacité énergétique, une approche plurielle. Je suis Jean-Louis Le Corvoisier, j'aurai le plaisir d'animer nos échanges tout au long de cette table ronde. Je vous présente tout de suite nos intervenants, en commençant par votre droite, avec Louis Bourru, chargé d'études qualité environnementale à CEREMA, Bureau d'études de l'État. Lénaïque Veller, coordinatrice de Tineo, un réseau mis en place par Quimper Cornouailles Développement, qui accompagne les particuliers pour la rénovation de logements. Jean-Hugues Lombry, du Crédit Agricole, qui nous parlera des travaux menés par la banque dans le département du Finistère pour la rénovation d'une grande partie de ces sites. Et Thomas Laporte, qui représente ici l'association Négawatt. Vous êtes aussi responsable de l'Agence de l'énergie de Saint-Brieuc. Vous nous parlerez du scénario Négawatt plus en détail dans quelques instants. Vous pourrez naturellement tout à l'heure poser vos questions, apporter vos commentaires, demander des précisions lors du temps d'échange prévu avec la salle. Thomas Laporte, je vous invite tout de suite à prendre la parole. Vous allez nous présenter le scénario Négawatt, scénario global pour la France qui concerne tous les secteurs avec un objectif ambitieux pour 2050. C'est à vous. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voilà, la présentation a été faite. Je m'acharnais un petit peu avec ma montre pour essayer de lancer le chronomètre. J'ai pas réussi, c'est pas grave, je vous le rappellerai. Téléphone, vous me rappellerez à l'ordre. Donc je me suis engagé auprès de Monsieur Le Corvoisier sur un timing de 20-25 minutes pour présenter le scénario, ce qui est un vrai challenge puisque c'est une présentation très très riche, un scénario qui se présente d'habitude en 1h30. Mais là, l'idée de la table ronde, c'était plutôt de faire un zoom sur la question de l'efficacité énergétique, la sobriété et l'efficacité énergétique comme pièce maîtresse du scénario Négawatt. Et on va voir que c'est ce qui va être illustré dans la suite des présentations lors de cette table ronde. Donc pour remettre dans le contexte très rapidement, qui est l'association Négawatt? C'est une association qui a été créée il y a une quinzaine d'années maintenant, en 2001, par des gens qui sont tous des experts, des praticiens de l'efficacité énergétique dans leur métier, sur le terrain, dans des bureaux d'études, etc. Et qui à un moment ont voulu mettre en commun toutes leurs connaissances et toutes les bonnes pratiques qu'ils avaient recensées, que ce soit dans la mobilité, dans les bâtiments, pour voir si agréger l'ensemble de ces bonnes pratiques à l'échelle de la France permettrait d'atteindre des résultats intéressants sur le plan de la consommation énergétique nationale. Ils en ont fait finalement un scénario qui est devenu un vrai scénario de transition énergétique à l'échelle nationale et qui fait l'objet maintenant d'une démarche de lobby, de plaidoyer pour le mettre en œuvre à l'échelle concrète du pays. Quelques éléments de contexte pour démarrer. On démarre la matinée, c'est toujours intéressant de se remettre un petit peu dans le contexte. Pourquoi est-ce qu'on parle de toutes ces questions-là? J'ai remis le titre du Monde de cette semaine qui nous rappelle, qui nous réalerte sur les enjeux environnementaux, les enjeux climatiques à l'échelle de la planète. Très clairement, le changement climatique est l'un de ces enjeux majeurs. On voit l'évolution des concentrations, des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète depuis des centaines de milliers d'années, la forte accélération depuis l'époque industrielle qui est liée aux émissions anthropiques et l'impact que ça a sur le climat. Mais ce n'est pas la seule raison, on a tout un tas d'autres motivations qui motivent l'engagement de la transition énergétique, que ce soit les risques géopolitiques générés par l'importation d'énergie issue d'énergies fossiles et de pays qui ne sont pas forcément tous très démocratiques, le risque lié à l'énergie nucléaire qui fournit l'essentiel de l'électricité en France, la précarité énergétique qui touche une part croissante de ménages en France du fait de la faiblesse des revenus et de la charge croissante que représente la dépense de chauffage, la pollution de l'air et enfin l'enjeu économique puisque la dépense énergétique est toujours une facture, a toujours un coût, que ce soit pour le consommateur final ou que ce soit à l'échelle du pays si on regarde la balance commerciale de la France ou l'importation de carburant, de combustible pour le pays. Donc toutes ces raisons motivent d'engager la transition énergétique. Néanmoins, on a des choses qui avancent. La consommation d'énergie en France, elle a commencé à baisser. Depuis 15 ans, on constate un plateau, puis un début de baisse de la consommation d'énergie. On a des résultats satisfaisants aussi si on s'intéresse pas seulement aux consommations d'énergie domestiques à l'échelle de la France,
mais également aux émissions de gaz à effet de serre qu'on appelle les émissions importées, qui sont liées au contenu carbone de toutes les importations, de tous les objets qu'on importe d'autres pays, de Chine par exemple. Quand on importe des iPads et des iPhones qui sont produits en Chine, on peut mesurer leur contenu carbone. Si on ajoute ce contenu carbone au CO2 émis directement sur le territoire national, on a l'empreinte carbone de la France, et cette empreinte carbone, elle a également commencé à baisser. Donc on a un début de trajectoire qui commence à aller dans le bon sens. Par contre, on n'est pas encore à la hauteur des objectifs et des enjeux pour répondre aux attentes pour 2050. Donc on a un vrai enjeu d'accélérer la transition énergétique, de passer à la vitesse supérieure pour accélérer ce qui a déjà été engagé et atteindre plus rapidement les résultats. Donc la démarche Négawatt, dans ce contexte-là, elle vise à élaborer, à proposer un scénario qui porte sur l'ensemble des secteurs consommateurs d'énergie en France, pour voir comment est-ce qu'en mettant en place les démarches de sobriété, d'efficacité énergétique et en développant les renouvelables, on va pouvoir modifier radicalement, fondamentalement, le modèle énergétique de la France et atteindre au final un résultat de neutralité carbone en 2050 et un approvisionnement à 100% en énergie renouvelable. Ça, c'est l'objectif final atteint par le scénario. Pour atteindre ce résultat, il y a des fondamentaux qui sont ceux de la démarche Négawatt. Les fondamentaux de la démarche Négawatt, c'est de poser le problème non pas en partant des sources de production d'énergie, en posant le débat sur éolien, photovoltaïque, bois-énergie, solaire ou nucléaire, mais plutôt en ramenant le débat à la question des usages de l'énergie. Fondamentalement, on peut considérer que ni vous, ni moi, ni personne n'avons besoin de pétrole, on n'a pas besoin de gaz, on n'a pas besoin d'électricité. Ce dont on a besoin, chacun d'entre nous, ce sont des services énergétiques, et c'est ça le postulat de départ de Négawatt. C'est de tout ramener à ce qu'on appelle les services énergétiques. Alors si je pointe vers la télé, ça ne va pas marcher. Les services énergétiques étant, par exemple, le besoin de chaleur dans un bâtiment, le besoin de cuire des aliments pour pouvoir les manger, le besoin de déplacer soit une personne, soit du matériel, des marchandises, le besoin d'éclairer à l'intérieur d'un bâtiment pour pouvoir lire un livre quand il fait nuit dehors, ou enfin le besoin de puissance de calcul, par exemple, pour pouvoir faire calculer quelque chose par une machine. Tout ça, ce sont des services énergétiques. Ces services énergétiques, pour pouvoir les obtenir, on a besoin d'énergie utile, qui est l'énergie physique, pour le coup, qui va être apportée pour satisfaire ces services énergétiques. En amont de l'énergie utile, on a ce qu'on appelle l'énergie finale, qui est l'énergie qui va être livrée au consommateur. C'est la plus facile à palper, à interpréter, puisque c'est celle qui est facturée tout simplement au consommateur final. C'est celle qui est mesurée au niveau d'un compteur, mesurée au niveau d'un compteur électrique, au niveau d'un compteur gaz, au niveau d'une pompe de carburant, etc. C'est l'énergie finale livrée au client. Et en amont, on remonte une chaîne énergétique qui est composée de différents vecteurs, où on passe par des transformations de différents vecteurs énergétiques, pour remonter à ce qu'on appelle l'énergie primaire, qui, elle, est la source originale mobilisée dans la nature. Donc, par exemple, on va avoir, si on refait la chaîne dans l'autre sens, du pétrole ou du gaz fossile mobilisé dans la nature, qui est transformé successivement en carburant raffiné, en essence, en gasoil ou en gaz naturel dans les réseaux, qui est livré à un consommateur final, qui arrive dans une chaudière, qui brûle et qui dégage de la chaleur, donc un service énergétique. Une fois qu'on a reposé cette chaîne énergétique, on peut travailler sur la refonte un peu du modèle énergétique. Et la démarche Négawatt, par rapport à ça, elle reprend la chaîne en partant du bas et elle dit on va appliquer d'abord la question de la sobriété énergétique en travaillant sur les services énergétiques dont on a besoin, prioriser les services énergétiques essentiels avant tout. Deuxième étape, efficacité énergétique. Donc là, travailler sur un service énergétique donné, comment est-ce que je peux réduire le besoin d'énergie qu'il faut pour satisfaire ce service énergétique. Et enfin, troisième étape, les énergies renouvelables comme étant l'aboutissement et les énergies renouvelables satisfaisant les besoins énergétiques restants. Alors dans les premiers scénarios Négawatt, il y avait une vraie hiérarchie entre les trois en disant 1 sobriété, 2 efficacité, 3 renouvelables. Dans les nouveaux scénarios, on parle maintenant d'une démarche, on y va sur tous les fronts en même temps, faisons feu de tout bois, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre d'avoir mené les sobriétés et les actions de sobriété et d'efficacité avant d'engager la production renouvelable. Donc il faut travailler sur les 3 fronts en même temps, mais néanmoins il ne faut pas oublier les 2 premiers, et notamment la sobriété énergétique qui a trop tendance à être écartée. Un exemple, une illustration de la sobriété énergétique, puisqu'une photo est toujours plus parlante qu'un long discours.
Donc là, cette illustration, elle nous montre comment est-ce que la société actuelle, avec l'ébriété énergétique dans laquelle on vit, nous a conduit à des aberrations un peu de ce type-là. Donc construire un escalator pour monter dans une salle de gymnastique. C'est pas un montage photo, absolument pas. Non, non. Par contre, c'est pas en France, c'est aux États-Unis. Mais j'ai retrouvé des exemples du même type en France avec des escalators pour conduire à une salle de sport. Donc ça existe également chez nous. Cette question de sobriété énergétique, elle peut se poser sous l'angle suivant. Certains connaissent peut-être ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, qui est une pyramide qui conduit à hiérarchiser les besoins humains en partant des plus prioritaires, des plus importants, les besoins vitaux, les besoins essentiels, et en allant jusqu'aux besoins qui sont moins importants, voire qui sont futiles, inacceptables ou nuisibles. Donc quand on parle de manière générale des besoins humains, on va prioriser tout en haut, bien sûr, s'alimenter, boire, manger. Et puis ensuite, on va avoir les relations sociales, le fait d'avoir un travail qui nous plaît, etc., qui sont des besoins importants, peut-être un peu moins importants que de boire et manger, mais qui sont quand même importants, etc. Et on décroît dans l'ordre des besoins. Pour les besoins de services énergétiques, on peut imaginer une classification du même type pour classifier les différents services énergétiques qui nous entourent, que ce soit de pouvoir avoir une température agréable dans le logement dans lequel on habite, ou que ce soit pouvoir prendre un ascenseur pour monter au 3e étage, etc., etc. Donc ce sont des services énergétiques qui n'ont pas le même niveau d'utilité. Dans cette approche-là, il ne faut pas considérer qu'il y a de regard de la part de Negawatt ou de qui que ce soit de dogmatique ou d'autoritaire. C'est simplement un débat démocratique qu'il faut accepter pour pouvoir questionner de manière démocratique. Encore une fois, c'est un débat de société de savoir lesquels besoins sont autoritaires sans que personne ne dise que tel besoin doit être interdit. Voilà. Et donc ensuite, pour détailler les formes de sobriété et d'efficacité, les diapos suivantes vont nous montrer les formes de sobriété énergétique. On a plusieurs manières de penser les actions de sobriété énergétique. La première, c'est la sobriété dimensionnelle, qui consiste finalement à bien réfléchir le bon dimensionnement des équipements, des appareils, des bâtiments, des véhicules par exemple qu'on utilise. Donc pour les bâtiments, ça va être le bon dimensionnement d'un bâtiment. Est-ce que c'est vraiment utile de construire une maison de 150 mètres carrés quand on est 2 personnes ou 3 personnes dedans, alors qu'on sait très bien que ça va avoir un impact très fort sur la consommation de chauffage et d'éclairage du dit bâtiment. C'est pareil pour les bâtiments tertiaires, bien entendu. Pour un véhicule, c'est la taille du véhicule. A-t-on besoin vraiment de véhicules qui pèsent 1,5 tonne pour déplacer 1 ou 2 personnes à l'intérieur? Donc c'est la sobriété dimensionnelle. Deuxième type de sobriété, c'est la sobriété d'usage, qui elle joue sur le niveau, la durée d'exploitation des équipements. Donc on va parler de durée d'utilisation des équipements, le fait de les éteindre quand on n'en a pas besoin, et de vitesse sur autoroute, donc le niveau d'exploitation, à quelle vitesse on roule pour se déplacer, puisqu'on sait très bien que la vitesse d'un véhicule a une relation forte avec la consommation. Et enfin, sobriété coopérative, qui est une forme de sobriété un petit peu plus subtile, mais qui joue sur le fait qu'en mutualisant certains usages, en mutualisant certains équipements, on va avoir forcément des gains sur les appareils, les équipements et les consommations d'énergie associées. Donc c'est l'exemple des transports en commun, c'est l'exemple des logements collectifs, des buanderies collectives, etc. Sur ce qui est de l'efficacité énergétique, qui est plus spécifiquement le thème de la table ronde de ce matin, on a à nouveau plusieurs formes d'efficacité. Et ces formes d'efficacité se distinguent par rapport, si vous vous rappelez la chaîne énergétique que j'ai montrée tout à l'heure, à quel moment dans la chaîne énergétique on intervient sur un axe d'efficacité. Premier axe d'efficacité, c'est sur l'utilisation de l'énergie, donc c'est arriver à satisfaire le même service énergétique, mais avec moins d'énergie utile. Donc là, en isolant les bâtiments, en favorisant les apports passifs de chaleur ou les apports lumineux, les apports solaires lumineux, on va réduire le besoin d'énergie de chauffage ou d'éclairage. Donc c'est le premier type d'efficacité, isolation, apport solaire. Deuxième type d'efficacité, c'est l'efficacité d'appareillage. Donc là, on va chercher comment est-ce qu'on peut, avec moins d'énergie finale, moins d'énergie livrée aux clients, aux consommateurs, on peut délivrer la même quantité d'énergie utile, l'énergie qui va être utilisée dans l'appareil en question. Donc ça va être le rendement des appareils et des équipements.
Donc essentiellement les histoires de performance des équipements, que ce soit performance des appareils d'éclairage, de l'électroménager, des équipements de chauffage, etc. Troisième axe d'efficacité qui concerne moins directement les consommateurs finaux, on va dire, mais qui est tout de même très très important, c'est l'efficacité du système productif, donc tout ce qui se passe en amont de la chaîne de distribution de l'énergie. Comment est-ce qu'on peut, avec moins d'énergie primaire, distribuer davantage d'énergie finale, donc avec des systèmes plus efficaces au niveau de la conversion d'énergie, la récupération d'énergie, la cogénération, etc. Et enfin, une forme d'efficacité qui est tout à fait importante, même si elle est un peu plus subtile à appréhender, c'est l'énergie grise. Ça, c'est un sujet qui commence à émerger, qui est un petit peu nouveau dans le bâtiment, qui est de considérer qu'on peut construire des bâtiments très performants, mais il faut s'intéresser aussi à leur performance sur l'énergie qui a été nécessaire à les fabriquer. On peut avoir des bâtiments très bien isolés qui vont consommer très peu en chauffage, très peu en éclairage, mais si on a dû consommer énormément d'énergie pour fabriquer les matériaux de construction, les matériaux d'isolation qu'on a utilisés, alors on n'est pas forcément gagnant au global. Donc du coup, on a un enjeu d'efficacité sur la chaîne de fabrication des équipements et des produits de construction du bâtiment. Voilà, donc ce scénario négawatt agrège l'ensemble des actions de sobriété, d'efficacité et agrège également tout un process de développement massif des énergies renouvelables en France pour obtenir des résultats tout à fait intéressants sur les différents secteurs d'un point de vue global. Donc forcément, l'idée n'était pas de présenter tout le scénario, simplement voir les résultats auxquels on arrive. Une division par deux des consommations d'énergie au global qui est contrastée selon les secteurs, et les énergies renouvelables qui du coup se substituent progressivement, mais au final totalement, aux consommations d'énergie résiduelles, que ce soit dans le résidentiel, dans le transport ou dans l'industrie. Et l'impact carbone est également tout à fait intéressant, puisqu'on a une division par beaucoup plus que 4, on est plutôt un facteur 7 ou 8 de réduction des émissions de carbone en 2050. Et on obtient même ce qu'on appelle la neutralité carbone, en considérant qu'on a à la fois une chute des émissions brutes de CO2, mais également on a des puits de carbone en France qui existent et qui peuvent se développer avec l'évolution des pratiques agroécologiques. En développant le stockage de carbone, on compense en fait les émissions résiduelles et on obtient finalement ce qu'on appelle la neutralité carbone en 2050. Donc ça, c'est ce qu'on obtient avec le scénario négawatt et qui est maintenant le nouvel axe du plan climat national annoncé par le ministère en début d'année. Donc voilà, donc forcément, pas le temps de développer tout ça. L'idée, c'était plus d'introduire la question de l'efficacité énergétique pour la table ronde, de donner envie peut-être aussi de découvrir l'ensemble du scénario négawatt. Vous avez pour ça un site internet qui s'appelle negawatt.org et puis un autre site qui est tout à fait riche qui s'appelle décrypterlenergie.org et qui lui propose des zooms, des analyses plus précises sur cette question ponctuelle qui peuvent poser question dans la transition énergétique. Est-ce que j'ai relevé mon challenge? Oui, vous avez relevé votre challenge. 16 minutes pour une présentation qui habituellement fait 1h30. Donc je retiens le triptyque. Sobriété, efficacité et énergie renouvelable, c'est vraiment le triptyque de base du scénario négawatt sur lequel, bien sûr, nous pourrons revenir tout à l'heure lors des questions-réponses. Nous allons voir comment se mobilisent les territoires, avec notamment la rénovation énergétique des logements. Lénaïque Veller, je vous invite à prendre le micro. Je rappelle que vous êtes coordinatrice du réseau TINO à Quimper. Alors justement, ici sur le territoire de Quimper-Cornouailles, comment se mobilise le territoire sur ces questions d'habitat? Alors le territoire déjà se mobilise depuis longtemps sur l'habitat, parce que les premiers programmes locaux de l'habitat datent des années 90 pour certaines collectivités, donc ça fait déjà un paquet de temps que les politiques s'en sont emparées et y travaillent avec succès. Et progressivement, ce sont des programmes qui se sont donc mis en place sur toutes les collectivités, qui se sont développés et qui ont été renouvelés. Donc c'est quelque chose qui ne s'est pas arrêté, c'est une dynamique qui date et qui continue. Un des programmes phares, ce sont les OPA, Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat, qui permettent aux particuliers d'avoir accès à des aides moyennant des travaux de rénovation. Alors au départ, ces travaux de rénovation, c'était quand même sous conditions de ressources relativement faibles. C'était plutôt des travaux d'amélioration globale du logement pour le maintenir à un niveau relativement décent. Et progressivement, on a vu que ces travaux ont bougé, suite aux politiques nationales également, mais à l'impact des politiques nationales, mais progressivement sont allés vers les travaux de rénovation énergétique.
Et en fait, on s'est aperçu que cet accompagnement qui était fait des particuliers était très positif. On les prenait un peu par la main de A à Z sur leur programme de travaux, sur le montage de dossiers financiers. Et c'est quelque chose qui marchait bien. Et c'était quand même limité par rapport au nombre de personnes qui avaient droit à ces dispositifs. Donc l'idée, c'était de se dire comment on fait pour que cet accompagnement qui marche le soit à plus grande échelle à tout particulier. Donc il y avait cette réflexion en local, et il y a bien sûr tout l'impact du national est important avec la loi de transition énergétique qui a donné un statut, je dirais, aux plateformes locales de rénovation de l'habitat. Alors je ne sais pas si ça vous parle à tous, on pourra y revenir sur ce qu'est une plateforme locale de rénovation de l'habitat. Mais il y a eu la loi de transition énergétique. La région Bretagne et l'ADEME Bretagne ont souhaité qu'il y ait un réseau de plateformes qui se développe de façon dynamique sur la Bretagne, en lançant des appels à projets, donc clairement en aidant à la mobilisation des territoires sur cette thématique. Donc on avait le local qui travaillait beaucoup sur l'habitat, on a eu le national qui est arrivé pour aider, je dirais, à passer à l'acte, et donc on a monté une plateforme à l'échelle du territoire, donc 8 communautés de communes ou communautés d'agglomération, ouvertes pour un accompagnement des particuliers sur leurs travaux de rénovation de l'habitat, et sans condition de ressources, et donc un accompagnement technique, financier, global de A à Z pour que les gens passent enfin à l'action et mènent des travaux de rénovation. Quelles sont les caractéristiques de ce réseau Tineo? Quels sont ses piliers? Alors oui, donc la plateforme sur la Cornouaille, c'est Réseau Tineo. Donc il y a 3 piliers dans une plateforme. Il y a accompagner le particulier de A à Z dans son projet pour pas qu'il soit perdu. Mais il y a également mobiliser les professionnels pour réaliser les travaux, parce qu'une fois qu'on a déterminé un nombre de travaux à faire, il faut qu'on ait aussi les professionnels qui puissent les mener derrière. Et puis il y a tout le pilier financement, donc on travaille avec les organismes bancaires pour faciliter un peu l'accès au financement des particuliers. Et je dirais, à partir du moment où ils sont accompagnés, ils ont un peu sécurisé leur projet techniquement, donc c'est aussi plus facile, il nous semble, pour les organismes bancaires d'accompagner financièrement derrière. Alors pour l'accompagnement des particuliers, vous avez en quelque sorte un rôle de chef d'orchestre, vous avez tout un réseau. Alors oui, on a fédéré les structures qui existaient déjà sur le territoire, donc je pense que tout le monde connaît la DIL, l'Agence départementale d'information logement, l'espace info-énergie, qui est un petit peu moins connu, qui est un service d'accompagnement technique, un service public. On a les CAUE, bien sûr, on a les collectivités qui travaillent énormément sur le sujet. Donc l'idée, c'était, on a beaucoup de structures, le particulier peut être aussi un peu perdu, donc on met beaucoup de coordination là-dedans, on travaillait déjà ensemble, mais on le systématise, et on fait en sorte d'avoir des procédés dans la prise en charge des particuliers qui leur permet de ne pas les perdre et qu'ils n'oublient pas une étape à un moment donné, quoi. Du côté des professionnels, il faut aussi les aider à acquérir de nouvelles compétences, à se former. Là aussi, vous avez mené des actions. Oui, alors on travaille en binôme avec la Chambre des métiers et de l'artisanat sur cette thématique des professionnels. Il nous semblait important qu'on soit avec les parties prenantes qui s'occupent de ce champ-là. Donc avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, avec les organisations professionnelles, bien sûr, CAPEB et FFB pour qu'ils mobilisent leurs adhérents. Et puis avec la DDTM qui atteste de la qualité de nos chantiers, parce qu'avoir un réseau de professionnels, si c'est similaire aux pages jaunes, ça n'a pas forcément d'intérêt. On voulait avoir une petite plus-value, enfin importante. Du coup, on a la DDTM qui peut se déplacer sur un panel de chantier pour attester de la qualité de mise en œuvre. DDTM, ce sont les services de l'État. Oui, pardon. Ça représente un volume de travaux important sur le territoire? Alors, ça fait 1 an qu'on a ouvert au grand public, un petit peu plus, c'était au 15 septembre l'année dernière. On a généré plus de 300 devis qui ont été réalisés par nos pros. Et en termes de travaux, pour l'instant, on s'est aperçu en fait que les gens sont très pressés de déterminer leur programme de travaux, très pressés d'avoir les devis des artisans. L'artisan ne réagit jamais assez vite pour les clients. Et en fait, on s'aperçoit qu'après, le temps passe, on a beaucoup de choses plus importantes à faire que s'attaquer à ce gros morceau financier et puis qui a un impact assez important sur son logement. Donc on attend un petit peu et puis les mois passent. Et voilà. Donc nous, notre rôle, c'est aussi de les relancer, de leur dire, voilà, vous aviez commencé un programme de travaux, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui vous fait peur pour qu'ils passent enfin à l'action et qu'on ait un taux de transformation important? Et ça les rassure de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls, que s'ils ont un souci, ils peuvent nous mobiliser. Et en termes d'aide au financement, qu'est-ce qui est proposé? Alors les aides, il n'y a pas d'aide spécifique locale de Réseau Tineo. Il y a des aides des collectivités qui sont relayées en termes d'information, mais c'est aussi dans les aides...
au-delà des aides locales qu'on peut mettre en place, c'est très compliqué le système d'aide financier, c'est très mouvant. Les professionnels peuvent pas suivre, enfin je dirais c'est pas leur métier, et du coup c'est important de bien les connaître pour nous, pour que le particulier puisse mobiliser tout ce auquel il a droit, quoi. Parce qu'on peut mettre des aides en place, si on n'arrive pas au final à les mobiliser, si elles ne sont pas cumulables, ça ne sert pas forcément. Donc il y a quand même beaucoup d'aides actuellement. L'important, c'est de les connaître, de les mobiliser et que les gens y aient effectivement droit. Avant de se lancer dans le projet de rénovation, il faut d'abord savoir d'où l'on part, et donc là, il faut un diagnostic. Oui, alors on a un état initial du logement qui est systématisé dans notre parcours, parce que la première étape, on est beaucoup d'acteurs, donc c'est déjà se mettre d'accord sur un parcours de rénovation, par où le particulier doit passer. Donc on a un état initial du logement, suivant d'où vient le particulier, ses conditions de ressources, l'âge de sa maison, est-ce qu'il est en cours d'acquisition, etc. En gros, il aura quand même un état initial avec un DPE, soit il a un DPE vente et nous on va le retravailler, soit on fait appel à notre réseau de diagnostiqueurs avec qui on a contractualisé sur quel type de diagnostic on veut et à un prix fixe pour que les particuliers sachent, aient un minimum de sécurité sur la qualité de leur... La clé de la réussite, c'est évidemment le travail en réseau. C'est pas toujours simple, hein. Oui, c'est tout à fait, c'est le travail en réseau. On voit bien que la mobilisation, on voit que ça prend en fait, c'était pas gagné d'avance, hein. On a travaillé pendant 2 ans avant de pouvoir lancer le réseau, avant de l'ouvrir au public. Actuellement, on a une 50aine de professionnels répartis sur le sud Finistère. On pourrait en avoir plus. La difficulté est d'avoir un nombre de projets et un nombre de professionnels qui montent en parallèle parce qu'il faut qu'il y ait du travail pour tout le monde et des professionnels pour tous les clients. Donc ça continue à prendre, les débuts sont très encourageants, donc on poursuit. Vous proposez donc du conseil, de l'accompagnement, mais pour autant, est-ce que votre neutralité est garantie? Alors oui, notre neutralité est garantie déjà, alors rien que par le procédé déjà, parce que le diagnostiqueur, à partir duquel on va établir le programme de travaux, est complètement indépendant de la personne qui va réaliser les travaux. Donc déjà, ça met un premier... Voilà, la personne qui va venir vous dire quels sont les travaux prioritaires dans votre maison n'a pas d'intérêt direct sur les travaux qui vont être faits derrière. Donc il n'a pas une solution technique à vendre. Donc là, déjà, on a une première garantie. Et après, toutes les personnes qui font le conseil, ce sont des personnes publiques ou des organismes indépendants, type ADIL, Espace Info Énergie, qui ont des financements autres que par des professionnels ou par des industriels ou fournisseurs d'énergie ou je ne sais d'où pourraient venir les ressources. Mais ça permet de garantir cette indépendance et à laquelle on est attaché et à laquelle les professionnels de Réseau-Tino sont attachés. Ils trouvent ça très important que les conseils soient gratuits et menés par des personnes indépendantes. Suite aux préconisations, les professionnels présentent des devis et là, vous laissez les particuliers s'en débrouiller ou vous avez aussi un droit de regard? Alors, là, nous, on propose un réseau de professionnels. Donc, le particulier et le professionnel font leur relation client-professionnel. Par contre, effectivement, on peut lire les devis avec eux pour qu'ils les comprennent, qu'ils comprennent les différences qu'il peut y avoir entre plusieurs propositions de professionnels. Après, le choix est toujours fait par le client en définitive. Nous, on lui donne les clés pour comprendre ses devis, ce qui explique des différences de prix éventuelles, des différences de technique, parce qu'il y a toujours plusieurs solutions sur un projet. Et après, en connaissance de cause, le particulier choisit. On fait beaucoup de pédagogie, en fait. Et une fois que le chantier est lancé, est-ce que là aussi, vous allez voir ce qui se passe? Alors oui, sur un panel de chantier, on va voir avec la DDTM. On va vérifier que c'est conforme à ce qui était prévu dans le devis, que c'est conforme aussi aux règles de l'art, aux avis techniques. On vérifie toutes les conformités et la qualité des travaux réalisés. Donc ça se passe plutôt bien. Cela dit, vous avez déjà constaté des points d'amélioration? Alors oui, des points d'amélioration, on en a toujours, surtout quand on est sur un démarrage de chantier. Enfin, même après, je pense, on peut toujours améliorer les procédés. On peut toujours faire plus au niveau des organismes de conseil, on est quand même nombreux. Donc on peut toujours améliorer encore notre coordination pour être toujours plus efficace. On peut augmenter notre réseau de professionnels, donc on continue à mener des actions parce que voilà, plus on aura de chantiers, plus on va avoir besoin de professionnels pour les réaliser. Qu'est-ce que j'avais noté en amélioration? On peut aussi, ici, bien sûr, être plus connu, parce que c'est quand même la première des choses, c'est que les particuliers sachent que ce service existe, que c'est un service à leur disposition, qu'il est gratuit et qu'il faut qu'ils le mobilisent parce qu'il est là pour les accompagner.
il est gratuit. Ça, c'est un point important à souligner qui est aussi assez méconnu. Nous venons de parler de rénovation des logements. Parlons de rénovation des bâtiments tertiaires avec l'exemple du Crédit Agricole du Finistère. Jean-Hugues Lombry, alors d'abord un rappel, vous êtes bien implanté dans ce département. Oui, donc le Crédit Agricole du Finistère, c'est un acteur qui est connu, un acteur coopératif et bancaire, qui est territorialement très investi dans le Finistère, puisque c'est son marché. Et dans ce contexte-là, effectivement, on se sent concerné par tout ce qui touche à la rénovation énergétique. J'étais très sensible à votre présentation, je trouve intéressant qu'on s'intègre dans une approche globale. Pour ce qui nous concerne, nous, on joue un rôle majeur dans les cycles d'investissement, parfois à travers certains partenariats, puisque c'est essentiel pour nous aussi d'animer ces réseaux, dans la mesure où on compte 450 000 clients. C'est aussi important d'être acteur au niveau des cycles d'investissement en portant certains sujets tels que la cogénération auprès du monde agricole, parfois la méthanisation. On a effectivement constitué à l'échelle de la Bretagne des pools d'experts pour pouvoir accompagner les exploitants qui s'orientent vers ce mode d'alimentation énergétique quant à leur activité professionnelle proprement dite. Donc oui, c'est un sujet qui nous concerne en tant qu'acteur territorial et c'est un sujet sur lequel effectivement on s'investit beaucoup. Combien d'agences dans ce département du Finistère? Alors, le Crédit Agricole du Finistère, c'est 120 sites immobiliers sur le département. On est présent dans la moitié des communes du département. Donc c'est important pour nous effectivement de préserver cette implantation puisque c'est notre modèle bancaire, c'est notre modèle coopératif, c'est le mode de relation qu'on souhaite développer avec nos clients, mais ça veut dire qu'on doit pouvoir aussi les accueillir dans des locaux qui sont correctement chauffés et dans des conditions optimales. Il y a des enjeux pour vous énergétiques, des enjeux économiques, des enjeux aussi pour le personnel. Tout à fait. Alors, il faut savoir que justement pour accueillir nos clients dans les meilleures conditions, on a engagé des programmes de rénovation énergétique importants. Tout d'abord, au niveau du siège social, au niveau du réseau de l'agence, on a engagé un programme de rénovation qui intègre la dimension énergétique avec un plan d'optimisation énergétique. On est allé d'abord, on a priorisé les travaux sur les sites qui étaient les sites les plus énergivores. Ça, c'est depuis 7 ans. Ça, c'est suite à un diagnostic. Tout à fait. Alors, on s'est engagé, à partir du moment où on a amorcé le cycle d'investissement qu'on a démarré il y a 6 ans sur l'ensemble de notre parc d'agences. On a intégré l'enjeu énergétique et on l'a intégré à travers un diagnostic, déjà en priorisant les travaux sur les sites qui étaient les plus énergivores, de façon justement à en diminuer la consommation, de façon à ce qu'on soit effectivement puisse accueillir nos clients dans les conditions les plus optimales. Et puis ensuite, on s'est, dans le cadre de notre programme de rénovation des bâtiments, on s'est bien entendu particulièrement intéressé à l'enjeu de l'optimisation énergétique. Il faut savoir que depuis 6 ans, on a diminué notre consommation électrique dans nos agences de près de 40%. Combien de sites ont été classés parmi les plus énergivores? Alors on avait sur 120 sites une quinzaine de sites qui ont été priorisés parce qu'on a considéré effectivement que, on employait le terme de passoire énergétique, mais qu'il y avait un enjeu plus fort, un enjeu plus marquant au niveau de ces sites-là. Pour réaliser ce diagnostic, vous avez fait appel à des professionnels? Bien sûr. Alors, c'est passé par 2 points. D'abord, on a fait appel à des professionnels, puisqu'il y a des gens qui sont totalement aguerris à ces questions. Et puis, on a également formé nos équipes. J'ai la responsabilité d'une équipe immobilière qui compte une responsable et 4 chargés de travaux. Et bien entendu, ces personnes-là ont été plus que sensibilisées. Ils ont été formés à ces enjeux-là de façon à ce qu'ils puissent pleinement les intégrer dans leurs travaux et dans leurs activités. Diminution de 40% de la consommation énergétique. Alors, quels sont les postes sur lesquels vous êtes intervenu? Alors, on est intervenu bien entendu sur le mode d'alimentation, on est intervenu sur le mode de consommation, on est intervenu sur l'isolation. En combinant ces 3 facteurs, si on prend par exemple l'exemple du siège, vous avez là ici à côté 500 personnes qui travaillent à Quimper. On a réussi à diminuer la consommation d'électricité de près de 45% en 7 ans et à diminuer la consommation de gaz de près de 40% en 7 ans également. Voilà, donc c'est vrai que tous ces points-là nous ont permis, dès lors qu'on les a intégrés effectivement dans notre programme d'investissement, de diminuer significativement notre consommation énergétique et d'avoir un impact sur notre empreinte énergétique, pas toujours sur notre facture, puisque les fournisseurs d'énergie, dans le même temps, ils ont bien augmenté leur prix unitaire, mais ça, c'est pas le sujet, c'est un autre sujet, mais quoi qu'il en soit, ça nous a permis effectivement d'avoir une empreinte plus mesurée, d'être dans une logique de frugalité en termes de consommation. Pour y parvenir, il n'y a pas de petits détails. Non, enfin, tout compte. Tout compte, ça veut dire aussi que, bien entendu, il y a l'aspect travaux, on l'a vu, la nécessité de former les équipes, la nécessité de les sensibiliser, la nécessité parfois de s'entourer de professionnels quand on a la possibilité. Mais il y a aussi, au-delà de ça, il y a le mode de consommation, la frugalité dans les usages. Là aussi, ça passe par beaucoup de pédagogie.
faut savoir qu'on est passé par un certain nombre de projets qu'on a voulu emblématiques, précisément pour faire progresser la culture interne de nos collaborateurs et plus significativement les sensibiliser à ces sujets-là. Je pense notamment au programme d'autonomisation énergétique d'une partie de notre bâtiment siège social. Vous avez à peu près, il est constitué de 3 bâtiments différents. Le premier bâtiment, qui est le bâtiment d'accueil, est aujourd'hui autonome énergétiquement. Voilà. Tout l'enjeu pour nous, ça a été de sensibiliser nos collègues, nos équipes, à la nécessité d'abord d'isoler des bâtiments et de veiller à ce que ce ne soient pas des passoires, et ensuite à s'intéresser éventuellement à des modes d'alimentation qui soient plus locaux, moins énergivores et qui fassent moins appel, bien entendu, aux énergies fossiles. Et c'est vrai que de ce point de vue, ça a été une réussite. On est aussi passé par des actions internes. On a un programme qui s'appelle un programme interne qui s'appelle FRED, qui est un programme une démarche de progrès continu qui s'appuie sur les 3 piliers de la RSE, dont le pilier environnemental. Et l'objectif, justement, c'est que chaque équipe dans le Finistère, sur les 1400 collaborateurs que compte le Crédit Agricole, est un programme, une démarche de progrès continu sur 3 ans, sur cette partie environnementale. Alors certains, effectivement, le choisissent librement, hein, c'est important, ça fait partie de cette pédagogie-là, et je pense que ça contribue aussi, cette co-construction-là, à l'appropriation du sujet par les équipes et à leur motivation. Et c'est vrai qu'on a des sujets tels que la consommation de papier. On a fait des efforts énormes. Alors, bien entendu, nos investissements technologiques qui ont aussi contribué, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a une logique justement qui s'est largement diffusée au sein de nos équipes, une très forte sensibilité au sujet, la consommation énergétique du site, quelles sont nos pratiques, est-ce qu'il y a un collaborateur qui dans l'équipe est relais et qui est là justement pour s'intéresser à la façon dont, si on ne laisse pas les robinets ouverts, si on s'intéresse aux fuites d'eau qu'il peut y avoir dans l'agence, si on s'intéresse, si on veille effectivement à éteindre les lumières lorsqu'on quitte une salle. Tous ces sujets-là, si on veille aussi à ce que le chauffage ne soit pas trop poussé à certains endroits. Et c'est vrai qu'on trouve, là aussi c'est intéressant, des collaborateurs qui sont particulièrement sensibles et qui servent de référents ou de relais dans les équipes sur lesquels les managers peuvent s'appuyer précisément pour changer les habitudes de leurs collègues, ou en tout cas les sensibiliser. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, hein, l'approche elle est globale, c'est pas simplement l'approvisionnement énergétique, c'est aussi les besoins et c'est aussi nos pratiques de consommation qui peuvent faire évoluer le sujet et la matière dans nos entreprises, quoi. Au passage, ça permet d'améliorer l'image de la banque auprès de ses clients. Oui, bien sûr. Enfin, pour nous, c'est important de le valoriser. C'est vrai que ce projet d'autonomisation énergétique du siège, on le médiatise, hein. Vous entrez à l'accueil chez nous, vous verrez effectivement qu'on parle de la technologie solaire et tubulaire qui nous permet d'autonomiser tout un bâtiment. Mais au-delà de ça aussi, c'est une pédagogie plus globale. Ça nous permet là aussi de l'animer auprès de nos partenaires dans les relations qu'on peut avoir, que les conseillers peuvent avoir avec nos clients, pour précisément les sensibiliser à ces enjeux lorsqu'ils font des investissements en tant que particulier ou en tant que professionnel. Vous avez donc lancé ce plan de rénovation. Il n'est pas terminé? Non, il n'est pas terminé. Je pense qu'on aura vraiment terminé en 2021. On a encore une marge de manœuvre, hein. Si on prend l'exemple des agences, il y a à peu près aujourd'hui 60% des agences qui sont à rénover. Si on voulait vraiment atteindre les standards, donc vous voyez qu'il y a encore... on va, je pense, contribuer de ce fait assez largement à la baisse de la consommation énergétique. Mais il y a aussi au siège, où on a toute une partie du bâtiment qui est encore très mal isolée. Et c'est là aussi un effort, c'est un investissement significatif, hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le plan annuel d'investissement de la Caisse régionale, c'est 10 millions d'euros par an. Il faut compter 3 millions d'euros par an pour le siège et 6 à 7 millions d'euros pour les agences. Sur le Finistère, on faisant appel, bien entendu, à des entreprises finistérielles essentiellement. Et là, effectivement, on a un gros sujet pour ce qui concerne l'isolation de nos bâtiments ici à Quimper, et notamment toute la partie arrière, qui est encore un mur rideau qui date des années 70. Donc vous imaginez à quel point ça peut avoir des impacts sur notre consommation. Et puis, c'est effectivement des salles qui sont de ce fait très énergivores, quoi. Ça fera baisser la consommation, pas forcément la facture, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Oui, alors c'est là aussi un phénomène de société. Ceci étant, il n'est pas non plus choquant que pour pouvoir accompagner cette transition énergétique, tous les acteurs y contribuent. Voilà, le Crédit Agricole est un acteur citoyen et responsable, hein. On n'a pas de problème avec tout ce qui touche à la fiscalité et tout ce qui touche au bien public, bien au contraire. Je pense que c'est important effectivement que collectivement on puisse là aussi le porter financièrement. Voilà. C'est à travers les efforts publics qui peuvent être faits pour transformer nos outils de fabrication d'énergie. Je pense qu'il y a des enjeux politiques derrière, mais plus que là, sociétaux. Et à ce titre, on se sent concerné. Donc oui, bien sûr, ça aura un prix. Bien sûr, l'électricité va avoir un prix plus élevé, mais c'est peut-être le prix de notre transformation, et puis c'est peut-être le prix de notre survie. Donc voilà, je pense que ça va au-delà de la question du prix du kilowatt.
Tout à l'heure, Thomas Laporte a évoqué l'énergie grise. Eh bien, nous allons justement en savoir beaucoup plus sur l'énergie grise avec Louis Bourru. Thomas, je vous invite à passer la télécommande à Louis Bourru, qui est chargé d'études qualité environnementale pour les bâtiments à CEREMA, Bureau d'études de l'État, qui travaille étroitement avec l'ADDTM, spécialisé énergie renouvelable et mobilité. Là, nous allons nous intéresser donc aux bâtiments et vous avez une présentation pour nous expliquer ce qu'est l'énergie grise et comment on réduit son impact. Oui, bonjour à tous. Alors, c'était très bien esquissé tout à l'heure déjà, donc merci. Comme on est en Bretagne, je vous ai mis une photo de bâtiment vendéen. Je pensais que ça... c'est pas un exemple, vous verrez qu'il n'y a rien de parfait. Donc c'est un exemple de bâtiment qui a utilisé des matériaux qu'on pourrait croire locaux. Donc c'était le chaume en l'occurrence, issus de roseaux, et pour recouvrir à la fois ses murs et ses toitures. Donc on verra plus tard, on réabordera ce sujet par la suite. Alors rapidement pour présenter le CEREMA, donc c'est un établissement public qui est rattaché au ministère en charge de la construction, de l'écologie, et il travaille sur des thématiques de transport, de transition énergétique, écologique, de bâtiments, d'énergie. Et à titre local, nous sommes donc implantés à Nantes, Angers et Saint-Brieuc. Donc c'est un établissement qui peut être à la fois au service de l'État, des collectivités ou de partenariats avec des partenaires privés. C'est également possible. Et on aborde tous les sujets politiques, des politiques du ministère de l'écologie, et on aide à les concevoir et à en suivre l'application. Donc on verra tout d'abord qu'est-ce que l'énergie grise. Donc ça a été esquissé tout à l'heure, des ordres de grandeur, comment on peut agir en tant que maître d'ouvrage, en tant qu'entreprise, que particulier, et puis des perspectives un peu plus élargies au-delà de la notion d'énergie grise. Donc pour rendre à César ce qui est à César, je me suis beaucoup inspiré dans cette présentation d'un très bon document de l'Institut pour la conception écologique et bioclimatique, je ne sais plus exactement les abréviations, et de la Reine Île-de-France, qui ont fait un très beau document sur l'énergie grise, dont je vous rappellerai les coordonnées à la fin de cette présentation. Donc l'énergie grise, c'est le fait que, comme ça a été dit au départ, bien souvent, dans les projets de bâtiments et dans les performances des bâtiments, on ne regarde que la consommation d'énergie sur la phase utilisation. Donc tout ce qui va être réglementé, c'est bien souvent cette valeur qu'on va atteindre pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage, tous les usages qui sont réglementés. Éventuellement tout ce qu'on retrouve à la facture du bâtiment, mais il y a toute une partie d'énergie qui est consommée effectivement dans chaque projet de bâtiment, que ce soit un projet neuf ou une rénovation, qu'on ne verra pas sur notre facture et qu'on ne verra pas non plus dans l'application réglementaire. Cette énergie qu'on ne voit pas et qui est hors de la phase d'utilisation, c'est l'énergie grise. Et on vous a mis un petit schéma du cycle de vie d'un bâtiment. Et donc l'énergie grise, elle va porter sur beaucoup plus de phases que la simple phase de vie de ce bâtiment. Donc depuis l'extraction des matières pour fabriquer les matériaux pour construire le bâtiment, donc leur transport pour être transformé à l'usine, être emmené en magasin, être ramené sur le chantier. Donc toute l'énergie qu'il va falloir mettre en œuvre sur le chantier pour poser ces matériaux. Et à la fin, tout ce qu'il faudra comme énergie pour déconstruire le bâtiment et le traiter. Bon, alors je vous ai épargné, il y a tout un tas de concepts qui sont afférents à l'énergie grise et qui sont plus ou moins complexes, mais retenez que cette énergie grise, c'est celle qu'on ne voit pas forcément et qui concerne toutes les étapes du cycle de vie, sauf l'utilisation qui est déjà bien comptée par ailleurs d'habitude. On peut se demander où se cache cette énergie grise. Donc, il peut être proposé plusieurs pistes pour aller la débusquer, en regardant les différentes parties de l'ouvrage. Donc est-ce que c'est dans la structure du bâtiment, est-ce que c'est dans son isolation, le second œuvre, dans ses équipements techniques. On peut regarder également à
à quelle phase de la construction ou de la rénovation d'un bâtiment on va en consommer le plus, sur lesquels on peut agir, enfin même je dis d'un bâtiment, mais ça peut être de toute la vie d'un matériau. Donc sur les phases transport, si on utilise des matériaux locaux, sur les phases chantier, par des astuces de mise en œuvre, et bien sûr sur la déconstruction, en prévoyant bien en amont, comme on le verra à la fin, tout ce qui va être à déconstruire, tout ce qui pourrait être recyclé, réutilisé si c'est pas trop collé avec d'autres choses et mélangé à d'autres produits qui rendraient son recyclage impossible. Et on peut aussi se poser la question de la nature des matériaux utilisés, puisque qu'il soit local ou pas local, déjà par sa nature, le matériau va avoir une énergie grise qui a été demandée pour le fabriquer, pour le transporter, qui peut beaucoup différer entre le béton, le bois, le métal, donc le plastique, le verre, tout ce qu'on retrouve dans un projet de bâtiment. Bon, c'est une notion qui est valable aussi pour toute notre vie de tous les jours, hein. Dans chaque produit, on retrouve une part d'énergie grise, bien sûr. Et donc l'origine des matériaux, locale, que ce soit en France, en Europe, et la manière dont il a été transporté. D'ailleurs, les premiers développements sur l'énergie grise ont porté beaucoup sur... les premières recherches, c'était l'industrie des produits, en particulier des boissons, les emballages. Donc Coca-Cola s'est assez tôt interrogé, par exemple, sur quel type de bouteille utiliser en priorité si on veut consommer le moins d'énergie possible. Donc entre le verre, le plastique, les bouteilles consignées. Mais ce ne sont pas les seuls arbitrages qui ont compté dans le choix final, je pense. Alors pour élargir un peu le propos, ça vient comme un cheveu sur la soupe, mais pas tant que ça. Cette notion d'énergie grise, elle commence à être rendue quelque peu visible, puisque le ministère de l'écologie et de la construction a mis en place en 2015 et 2016 des groupes de travail pour essayer d'aller au-delà de la seule phase d'utilisation des bâtiments, d'aller regarder comment évaluer tout le cycle de vie des bâtiments, leur impact en termes de consommation d'énergie, de gaz à effet de serre et leur impact sur plusieurs autres critères qui n'ont pas encore été implémentés mais qui seront utilisés aussi. Et donc principalement, les futures réglementations prévoient d'aller regarder au-delà de ces consommations d'énergie, de chauffage, de CS dans la vie du bâtiment, mais donc d'aller voir tout le cycle de vie des bâtiments et donc tous ces groupes de travail qui mêlaient des professionnels, des institutions publiques et donc des architectes, des bureaux d'études, des représentants de l'énergie, a abouti à un référentiel qu'on appelle référentiel énergie carbone, qu'on abrège, pardon, j'ai plein de mots aujourd'hui, en E plus C-, donc pour énergie positive et puis réduction de carbone. Donc je pense que vous en avez entendu parler et vous allez de plus en plus en entendre parler. Ceux qui travaillent dans les projets de bâtiments au quotidien, ça va devenir un peu récurrent. Donc cette méthode a été publiée fin 2016 et on invite tous les maîtres d'ouvrage volontaires et tous les professionnels volontaires à tester cette méthode, à aller essayer de voir sur leurs projets qui sont déjà sortis de terre ou qui sont en cours de construction, ce que donne le résultat de l'analyse de leur bâtiment sur tout le cycle de vie. Et on verra qu'en Bretagne, un accompagnement est lancé et va commencer sous peu. Donc pour relier ça, c'est pour donc ce référentiel énergie carbone met vraiment en lumière ce concept d'énergie grise, d'analyse du cycle de vie, d'aller regarder au-delà de ce qu'on regardait jusqu'à maintenant. Alors pour des ordres de grandeur à l'échelle du produit, je vous ai remis deux schémas caricaturaux peut-être, mais qui résument un peu les différences qu'on peut trouver. Donc sur celui de gauche, ce sont différents produits, différentes matières, donc pour lesquels on a mis de l'énergie pour les transformer et qui, au final, donc là c'est des mégajoules par kilogramme, si je relis bien, ont vraiment des très grandes différences entre le métal qu'on a tout à gauche, la matière plastique, qui demande un peu moins d'énergie grise, mais quand même une quantité assez importante. Ensuite, des matières minérales transformées par cuisson, donc on peut retrouver la terre cuite par exemple. Et vous avez enfin des matériaux très peu transformés comme les sables,
des matériaux minéraux qu'on extrait plutôt mécaniquement, donc pas forcément, en n'amenant pas forcément de l'énergie pour fondre des éléments et pour les rassembler, et les matières végétales, donc toutes à la droite, comme le bois, les matériaux biosourcés, donc le chanvre, la paille, qui demandent plus ou moins de transformation. Donc déjà, rien qu'en regardant un seul produit, pour 1 kg de produit, on a des différences considérables selon le choix du produit. Bon, bien sûr, chaque produit a son utilisation bien particulière. On n'utilisera pas forcément la même quantité de métal ou la même quantité de matériaux bois, ou, selon l'utilisation de structures. Et sur la droite, vous avez un exemple à la fois l'impact sur l'avant-plan que ça peut donner sur les émissions de gaz à effet de serre. Et en arrière-plan, tout au fond, pour différentes poutres, l'énergie grise que ça a consommée tout au long de la vie pour un même usage. Donc cette fois, des poutres pour un même usage. Et on voit que le bois, quand il est local le plus possible, même s'il est importé, il a une énergie grise. Quand on regarde juste l'énergie utilisée pour son procédé, pour sa production, qui est bien moindre que d'autres matériaux. J'ai pas de part dans la construction bois, hein, je vous rassure. Et si on regarde à l'échelle du bâtiment cette fois, on peut se demander est-ce que c'est important de regarder cette énergie grise par rapport au cycle aux consommations qu'on a des bâtiments, puisqu'en fait cette énergie grise, j'ai peut-être pas bien précisé la notion, mais comme on regarde sur tout le cycle de vie, on considère par convention que les bâtiments, pour les comparer, on leur prend une durée de vie de 50 ans. Donc cette énergie grise, elle intervient sur tout le cycle. Elle peut représenter, par rapport aux calculs qui ont été faits dans le cadre du groupe de travail qui a participé à la rédaction du document de l'IKEB, de 1000 à 3500 kWh par mètre carré de Schon sur 50 ans, et ramené à une année, comme on a l'habitude un peu plus de regarder, ça représente 20 à 75 kWh par mètre carré de Schon et par an. Donc si on regarde le schéma du dessous, on vous a mis des bâtiments qui en orange, en exploitation, consomment plus ou moins d'énergie. Donc on vous a mis un peu les étiquettes DPE qui correspondent au diagnostic de performance énergétique. Un bâtiment à gauche qui est assez énergivore, qui consomme 400 kWh par mètre carré par an. L'énergie grise qui est tout en bas, elle paraît un peu dérisoire, mais plus on va dans la performance, dans la construction neuve, sur la droite, on se rend compte que les bâtiments actuels, ils ont une tellement faible énergie, sur le papier en tout cas, sur la phase d'utilisation, qu'il devient vraiment intéressant de regarder l'énergie grise qui est consommée, puisqu'un bâtiment énergie positive à droite, la phase d'utilisation disparaît presque complètement, quand l'énergie grise est soit égale, soit supérieure à ce qu'elle est. Parce que sur le dessin, on a considéré quand même que même avec de la performance supérieure, l'énergie grise ne variait pas beaucoup. Ça peut être un fait contestable, puisque plus on rajoute de technologie et plus on rajoute d'équipement, on peut aussi avoir une énergie grise qui augmente et qui va prendre une part plus importante au fur et à mesure qu'on va dans la technologie. Donc il y a des arbitrages à faire là-dessus aussi. Alors on s'est posé la question aussi en faisant la présentation de comparer le neuf, les projets neufs, comme je vous ai montré sur la diapo d'avant, et les projets de rénovation. S'il y avait une idée à retenir, c'est que, bon, elle est un peu évidente, mais toujours essayer de privilégier la réhabilitation quand on le peut et quand l'usage futur le permet, puisque une réhabilitation sera de toute façon beaucoup moins consommatrice en énergie grise qu'une construction neuve, puisque on conserve bien souvent les fondations, la structure, tout un tas de matériaux très lourds qui sont rentabilisés en les conservant et qui sont mis en valeur en les gardant, plutôt que tout déconstruire, avoir des transports de gravats, des fondations à refaire. Et donc vous avez un exemple d'un bâtiment qui a été rénové en Suisse, et ils avaient simulé les quantités de déchets qu'ils auraient eu en construction, déconstruction, donc qui représentaient 1570 tonnes, et avec la simple rénovation qu'ils ont faite, ils étaient à 135 tonnes seulement de matériaux transportés, mis en œuvre. Donc ce qui se traduit en énergie
au lieu de construire un bâtiment passif qui, quand on regarde tout son cycle de vie, énergie, utilisation plus énergie grise, consommerait 112 kWh par mètre carré par an, ben on a une rénovation qui en consomme que 82 et on gagne donc 27% par rapport au passif et 60% par rapport à un bâtiment réglementaire neuf. Donc vraiment, c'est un vrai choix sur la réhabilitation, à aller vers la réhabilitation pour minimiser l'énergie grise. Et il y a des travaux en ce moment qui essaient d'évaluer avec l'association HQE l'ordre de grandeur que peut représenter la rénovation sur tout son cycle de vie par rapport à une construction neuve. Donc les résultats ils sont en cours de dépouillement, j'y étais encore mardi, et devraient être publiés assez prochainement. Alors s'il y a des maîtres d'ouvrage dans la salle ou des professionnels bien sûr, comme on peut se poser la question comment réduire l'énergie grise dans les projets, eh ben, ça commence, comme ça a été dit dans la démarche Négawatt, dès la programmation. C'est la phase la plus cruciale, comme bien souvent. Tout ce qu'on aura bien réfléchi et optimisé dès le départ va peser beaucoup sur l'énergie grise et la consommation future. Donc, si vous optimisez vos surfaces intérieures, vos volumes par rapport aux usages qui sont attendus, si vous diminuez un peu la taille des pièces, si vous diminuez le nombre de places de parking, par exemple, ça va avoir un très fort impact sur la consommation d'énergie globale du projet, quand c'est permis, bien sûr, par les règlements locaux. Donc, ça a été dit, se poser la question de la réhabilitation le plus possible plutôt que la construction neuve, et réfléchir à l'adaptabilité ou la mutabilité, on dit maintenant, du bâtiment. Si on fait un bâtiment qui est capable d'être recloisonné facilement ou de passer d'un usage bureau à un usage logement, bref, des choses qui peuvent être anticipées pour que ce bâtiment ait une deuxième vie plus facile et une énergie grise faible dans sa reconversion. Et après, quand on a fait tout ça, quand on passe à la phase conception, là on a vraiment une marge de manœuvre aussi sur la quantité des matériaux à mettre en œuvre selon le choix de matériaux qui est fait, sur également la forme du bâtiment. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je suis pas contre des beaux bâtiments et que l'architecture puisse avoir laisser libre cours à son inspiration, mais il y a possibilité, toujours dans la sobriété, de faire des belles choses aussi et d'avoir des principes constructifs qui permettent, comme on l'a dit aussi au-dessus, de faire évoluer les usages au fil du temps, voire les reconversions de bâtiments. Et un accent qui peut être mis sur les matériaux à faible énergie grise, donc essayer d'aller chercher... on sait qu'on en a en Bretagne, des matériaux produits localement. Ça peut être du bois, ça peut être des matériaux biosourcés pour l'isolation. Donc il y a des usines qui recyclent également soit les tissus, soit la ouate de cellulose pour essayer de donner une seconde vie aux produits et d'avoir des produits à faible énergie grise réutilisables. Et il y a tout un tas également de techniques de préfabrication, du calpinage qui peut être optimisé pour éviter les chutes de matériaux sur les chantiers qui sont à retransporter, qui sont de l'énergie grise perdue. Donc il y a tout un travail d'intelligence à mettre en œuvre sur le projet pour diminuer cette énergie grise. Et donc en phase d'exploitation, j'ai dit qu'on ne comptait pas l'énergie qui était consommée par le bâtiment en tant que tel à la facture, mais on compte quand même. Il faut prendre en compte dans l'énergie grise tous les remplacements qui sont nécessaires des matériaux durant la vie du bâtiment. Donc ça c'est aussi un choix qui est à faire en amont, essayer d'avoir des matériaux le plus robustes possible ou dont le remplacement coûte peu en énergie grise. Et ça c'est une vision globale à changer par rapport à ce qu'on fait maintenant, mais qui n'est pas toujours facile. Donc entre arbitrage économique, arbitrage énergie grise, je sais bien que c'est toujours difficile à optimiser, mais on peut y arriver, et puis il y aura peut-être des indicateurs par le futur qui le faciliteront. Et donc le schéma que vous avez ici, je ne vais peut-être pas le commenter en entier, mais c'est sur les différentes possibilités de déconstruction d'un bâtiment en fin de vie, quelle filière on a pour réutiliser les matériaux, et c'est quelque chose à réfléchir aussi dans le choix des matériaux. Il y a des filières qui permettent de réutiliser les matériaux, donc j'ai appris que les moquettes par exemple, on pouvait récupérer une grande partie du matériau pour le réinjecter dans le processus de fabrication. Ça peut être sur d'autres produits. Du moment que c'est bien pensé au départ et que c'est facile à déconstruire, et que les filières sont développées, on peut arriver à faire des choses intelligentes. Donc c'est soit recyclage, soit vraiment réutilisation. Et on voit des projets où
un bâtiment est déconstruit, on reprend les menuiseries, on reprend des planches pour les réutiliser. C'est de plus en plus répandu. Donc les perspectives, je l'ai dit pour finir, l'énergie grise, c'est qu'une partie du cycle de vie des bâtiments et c'est qu'un des impacts qu'on peut regarder. Donc l'analyse du cycle de vie, ACV, elle comporte beaucoup d'autres indicateurs comme l'épuisement des ressources en matière, au-delà de l'énergie. Ça peut être aussi donc, les gaz à effet de serre, qui est l'indicateur principal qui a été retenu aussi par le ministère. Donc les consommations d'énergie tout au long du cycle de vie, l'impact sur l'eau, l'impact sur la quantité de déchets. Et donc, pour expérimenter ce cycle de vie, en Bretagne, l'ADEME a lancé un appel d'offres et a retenu le CEREMA et Tribu Énergie pour accompagner l'expérimentation du référentiel énergie carbone, donc qui permet de faire ce calcul en analyse du cycle de vie sur les projets pour aboutir à la future réglementation à l'horizon 2018-2020. Donc cette expérimentation, elle va porter sur 20 projets déjà achevés qui sont au moins de la réglementation thermique 2012 et qui vont faire l'objet d'une simulation pour voir sur tout leur cycle de vie les différents impacts, les émissions de gaz à effet de serre. Et 10 projets qui seront accompagnés durant 2 ans. On accompagnera les bureaux d'études, les architectes, le maître d'ouvrage pour voir les variantes qui peuvent être faites, simulées pour optimiser le cycle de vie du bâtiment, suivi ou non de choix qui impacteront le bâtiment, mais il y avait vraiment le souhait de prendre 10 projets en cours pour pouvoir avoir encore une marge de manœuvre, voir si on pouvait améliorer des choses, à quel coût, et tester ce référentiel énergie carbone, puisque tous les bâtiments qui seront testés, ils feront un retour d'expérience pour le ministère, pour que la future réglementation, c'est une grande première, elle soit un peu plus adaptée à la réalité du terrain et que les remarques des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des entreprises soient prises en compte dans cette future réglementation. Donc il y a ces 30 projets qui seront accompagnés et il y a tout un programme de sensibilisation aussi qui est fait, donc il y aura une demi-journée de sensibilisation qui sera organisée en Bretagne, je ne sais pas encore où, début 2018. Et puis les résultats ils seront présentés lors de 2 conférences, colloques, on les appelle comme on veut, mais en 2018 et 2019. Donc tous ces ordres de grandeur sur les bâtiments bretons permettront d'avoir une vision un peu plus précise sur l'analyse du cycle de vie des bâtiments, leur impact en gaz à effet de serre et où on en est actuellement. Donc c'était une expérimentation nationale. Dans chaque région, il y a le même type d'accompagnement avec différents acteurs et au-delà de cet accompagnement, tout maître d'ouvrage peut proposer des projets à simuler et tester cette méthode et faire ses retours. Merci, nous arrivons au temps d'échange avec la salle, vous allez pouvoir poser vos questions. Tout d'abord, Louis Bourru, reparlez-nous de la maison en toit de chaume que vous nous montriez au tout début. Oh là là, j'oubliais. Oui, donc le suspense, c'était qu'en fait, ce toit de chaume, on pourrait se dire, donc on est en Vendée, on pourrait croire que c'est un matériau local, puisque en Brière, il y a, je crois, le 2e marais, la 2e production de roseaux, ou la 2e marée en superficie, à cheval entre la Bretagne et les Pays de la Loire, ou en Bretagne, si on dit que c'est en Bretagne. Et en fait, ce roseau, il venait de Camargue, parce qu'en Brière, il n'y a plus la possibilité pour un bâtiment comme ça de récolter à des coûts qui étaient ceux du projet, de récolter le roseau, de le mettre en œuvre. Bon, c'était une entreprise locale qui l'a mis en œuvre, mais c'était du roseau qui venait de Camargue. Bon, il venait pas de Russie ou de Chine, je sais pas. Mais donc il y a un petit bémol, c'est un matériau naturel, mais qui venait d'un peu plus loin quand même. Mais c'était déjà très beau d'avoir fait ce bâtiment. C'est compliqué du coup, hein? Comment? C'est très compliqué du coup. Oui, on essaie d'informer le plus possible le grand public, les professionnels des matériaux qui existent déjà localement dans chaque région. Il y a des états des lieux qui sont faits. En Bretagne, ça a été fait par la cellule économique et la région et l'Adréal. Pareil en Pays de la Loire. Il y a des informations et puis il y a des professionnels aussi qui sont recensés pour la pose de ces matériaux et qui ont les compétences pour le faire.
Vous voulez en savoir plus sur le scénario Négawatt, sur l'expérience d'une grande entreprise dans la rénovation des bâtiments tertiaires, sur le réseau Tineo qui accompagne les particuliers ou sur l'énergie grise et les certifications. Mais écoutez, la parole est à vous, le micro est à votre disposition. Donc n'hésitez pas à poser des questions, demander des précisions. Je sais que nos intervenants ont été particulièrement complets. Oui, alors le micro va vous arriver tout de suite, ici, au premier rang. Et je vous invite à bien vouloir vous présenter lorsque vous intervenez. C'est à vous. Merci. Donc moi, je suis Théo Bazin de NJ, donc en alternance pendant 2 ans. J'avais une question à propos du réseau Tineo, sur votre accompagnement. Ma première question, j'ai 2 questions en fait. Ma première question, c'est est-ce que cette initiative existe dans d'autres communautés d'agglomération ou agglomérations? Alors oui, ça se développe partout. Après, les échelles sont sensiblement différentes. En Bretagne, en tout cas, on est un des seuls à être à une échelle aussi large. Parce que c'est tout le sud Finistère. Après, sur le reste du Finistère, vous en avez une qui est déjà en place depuis longtemps, beaucoup plus longtemps que nous, c'est Tinergie à Brest. Après, oui, il y en a une à Lorient, mais c'est souvent à l'échelle des agglomérations que ça se fait. Mais c'est en cours de développement, donc si vous voulez avoir les détails à l'échelle régionale ou même nationale, c'est des choses qu'on peut trouver, vous pouvez nous redemander après. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez envisagé des partenariats publics-privés pour l'accompagnement de ces clients? Comment vous faites pour aller aussi les démarcher? C'est eux qui viennent directement ou vous allez les chercher directement? Les clients? Oui. Alors, on développe des partenariats publics-privés. Pour l'instant, on est en train de le faire avec les organismes bancaires et le plus abouti, c'est avec le Crédit Agricole actuellement. Donc, pour l'instant, on en est là. Les fournisseurs d'énergie, on n'a pas encore vu comment on développait la chose, parce qu'on veut garder notre indépendance aussi et notre autonomie. Donc, c'est en construction. De toute façon, on est sur un démarrage. Pour l'instant, on a fait en sorte que le service soit de qualité. Après, tout est en développement et la discussion est de toute façon possible. D'accord, merci. Merci également. D'autres questions? Oui, monsieur, le micro vous arrive. Bonjour, Jérôme Berder, entreprise Armorique Façade. Je fais partie du réseau Tineo en tant qu'entreprise d'isolation. J'ai participé il y a quelques années au groupe matériaux du plan bâtiment durable au Conseil régional. On a travaillé sur les matériaux locaux, idéalement biosourcés. C'est vrai que c'est une grosse problématique, et même une région comme la Bretagne, on a finalement très peu de matériaux locaux et biosourcés. Et pour Monsieur Bourru, plutôt dans votre schéma où vous montriez que la part annuelle de consommation d'énergie grise était sur des maisons anciennes peu significatives et par rapport à la masse d'énergie, et finalement sur les bâtiments de demain essentiels, puisqu'il reste presque plus que ça. Je suis surpris que pour la construction et dans les normes à venir, puisque le BPOS c'est ce qui nous attend plus ou moins pour la RT 2020, on ne parle pas ou quasiment plus de maisons passives, qui sont des bâtiments potentiellement plus simples à construire, avec moins d'énergie grise, ou en tout cas moins d'énergie grise dans le temps, et moins de technicité. Oui, alors en fait, dans le futur référentiel, dans le référentiel énergie carbone, que j'ai pas développé, mais il y a 4 niveaux possibles à viser, et c'est vrai qu'on peut aller de moins 10% par rapport à la réglementation actuelle 2012 jusqu'à l'énergie positive, mais il est tout à fait possible, oui, il y a encore deux crans, et il y en a dans ces 2 crans, il y a le passif en fait, puisque on oblige, en fait, il n'y a pas de niveau fixé pour l'instant entre ces 4 niveaux. Il se donne vraiment le temps de l'expérimentation pour dire est-ce qu'on va aller vers énergie 1, 2, 3 ou 4 en obligation réglementaire. La seule indication qu'on a, c'est sur l'exemplarité des bâtiments publics, où là on demande d'être chaque fois que possible en énergie 3, donc d'arriver à avoir 0 sur les usages, comme on peut l'avoir sur la colonne de droite, sur les usages réglementaires. À peu près, quoi. Mais sauf qu'on compte dans ce nouveau référentiel, au-delà du chauffage, de l'éclairage, de l'eau chaude sanitaire, on compte aussi un forfait pour tout ce qui est les usages qu'on a dans les maisons, l'électroménager, l'audiovisuel, les ascenseurs, l'éclairage des parkings. Donc il y aurait une vaste présentation à faire, mais bon, je vous invite
à guetter les futures présentations dans la région, puisqu'il y en aura. Mais pour répondre, oui, le passif, c'est tout à fait permis. On n'a pas encore fixé d'optimum. Thomas Laporte. Oui, pour apporter un complément de réponse peut-être par rapport à la question, c'est que je pense que du coup, une fois l'objectif fixé de performance à atteindre, après il y a différentes manières d'atteindre un objectif donné, et c'est vrai que l'approche passive, elle a comme vertu effectivement de chercher plutôt la sobriété dans la conception des bâtiments, la sobriété dans les équipements, plutôt que de chercher à faire des bâtiments très performants de par la qualité des équipements de chauffage et de distribution de la chaleur qui soient efficaces sur le plan de leur efficacité énergétique. L'approche passive, effectivement, priorise d'abord les apports solaires passifs gratuits dans le bâtiment et la compacité du bâtiment. Donc c'est effectivement une approche qu'il faudra privilégier pour atteindre l'objectif fixé dans la future réglementation. Oui, et puis en complément, pour savoir où s'arrêter dans la performance sans faire exploser l'énergie grise, donc il y a l'autre indicateur qui est testé dans le référentiel, c'est les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie. Et là, on verra très vite si là il y a des seuils aussi qui sont fixés. Et on invite à ne pas dépasser certains seuils pour le choix des produits de construction et le choix des équipements. Donc il y a un double regard qui permet aussi de trouver l'optimum normalement. Ça va être testé. D'autres questions? La parole circule. Oui. Ah ben nous voilà, allez-y, je vous en prie. Oui, juste une petite remarque. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle si le passif reste encore un petit peu dans les pistes pour l'avenir, puisque dans ce qu'on voit à l'extérieur, ça n'avait plus l'air d'être le cas. Donc une autre remarque, plus qu'une question pour Monsieur Laporte. Moi, je suis une entreprise, donc je fais des litiges, j'ai des concurrents. Je perds plein de chantiers, évidemment, parce que des fois, les concurrents sont meilleurs. Donc tant que ce sont des entreprises d'isolation, ça ne me dérange pas trop, c'est un peu normal. Mais plus les années passent, il y a quelques années, je disais que je vendais plus sur le confort que les économies d'énergie, parce que quand on calcule les économies pour le particulier, elles sont réelles, elles sont bonnes pour l'environnement, mais le temps de retour, il est très long, vu les coûts d'énergie aujourd'hui en France qui sont plutôt bridés et inférieurs à ce qu'ils devraient être. Donc je disais que je vendais sur le confort, et c'était ce qui faisait marcher. Et de plus en plus, je me rends compte que je vends sur le confort, mais je perds sur le plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, mes gros concurrents aujourd'hui, c'est des vendeurs de piscines, essentiellement, ou de pergolas. Je voyais dans le journal ce matin qu'on va en 2017 battre tous les records de vente de piscines en France. Alors j'ai rien contre les piscines, le plaisir c'est important, hein, je suis le premier à participer, il n'y a pas de problème. Mais dans votre tableau sur Negawatt, sur aller de l'obligation à l'interdiction, je pense qu'aujourd'hui sur la rénovation thermique, il y a un facteur qui manque énormément, c'est cette notion-là. On a beaucoup de mal à la faire sortir et je pense que le marché n'explosera que le jour où les gens... Enfin, la société mutera. Je pense que tous les gens qui sont dans la salle sont des gens motivés, intéressés par le sujet. Et c'est malheureusement pas la masse des gens qu'on croise aujourd'hui sur le marché. Oui, effectivement. Alors, du coup, ça me permet de revenir sur dans les diapos, un des diapos que j'ai pas tellement commenté. On avait celui-là où on parlait effectivement de la hiérarchie des besoins, de la pyramide de Maslow. Et juste à côté, il y avait effectivement la flèche qui va des régulations, qui décrit les différents niveaux de régulation. Parce que pour obtenir les résultats d'un scénario négawatt, il ne suffit pas de dire oui, c'est possible, on peut y arriver. Il faut quand même trouver les leviers, effectivement, de modification des pratiques qui permettent d'atteindre les résultats. Donc les changements de comportement, les changements de comportement d'achat et les passages à l'acte nécessaires du point de vue des maîtres d'ouvrage, par exemple, dans le secteur du bâtiment. Et pour ça, effectivement, on a différents leviers qu'il faut tous actionner les uns et les autres. Il n'y en a aucun qui soit a priori à interdire. Donc on a les leviers d'incitation, de sensibilisation. Effectivement, c'est bien de sensibiliser les particuliers, les maîtres d'ouvrage, les propriétaires des bâtiments au fait qu'il faut investir pour réduire les consommations de ces bâtiments. D'utiliser pour cela les arguments qui sont beaucoup plus vendeurs, qui sont celui du confort et de la pérennité du bâtiment, qui effectivement interpellent plus les gens peut-être que la question des économies qu'ils vont pouvoir y réaliser. Mais l'incitation seule n'y suffira pas, que ce soit la sensibilisation ou même l'aide financière, et c'est pour ça qu'à un moment se pose très clairement la question de l'obligation de rénover, qui est un sujet délicat à aborder, qui est pas extrêmement consensuel, mais néanmoins pour atteindre les objectifs en termes de nombre de logements à rénover, c'est a priori un point de passage qu'il va falloir envisager. Donc on ne peut pas imposer d'obligation brutale à tout un chacun, à tous les propriétaires du jour au lendemain d'engager une rénovation énergétique de son logement. Mais par contre, on sait très bien que dans le parcours d'achat, dans le parcours d'un bien immobilier,
on a des moments privilégiés pour opérer des rénovations énergétiques, qui sont les moments de la changement de locataire ou de la vente d'un bien immobilier. Dans ces moments-là, le bâtiment il est vide, donc c'est particulièrement approprié pour faire des travaux lourds. Dans ces moments-là, quand c'est une vente immobilière, on a un financeur qui est présent pour financer une acquisition. Donc la banque, elle est présente, elle va financer l'achat, elle peut financer les travaux au même moment, c'est assez opportun. On a un nouveau propriétaire qui arrive, qui porte un nouveau regard sur le bâtiment, qui va probablement refaire du papier peint, de la moquette, une cuisine peut-être. C'est peut-être le moment, tant qu'à faire, de refaire aussi des travaux thermiques. Donc ce moment-là, il est particulièrement opportun. Il avait été regardé dans les discussions qu'il y a eu sur la mise en place de l'obligation de rénover, qu'en fait le nombre de mutations immobilières de logements qu'on a en France correspond peu ou prou au nombre de logements qu'il faudrait rénover par an. Donc en fait, on a là un gisement de biens immobiliers qui changent de main par an, qui correspond au nombre de logements qu'il faudrait rénover. Donc voilà, donc il faut se saisir de ce sujet-là pour effectivement envisager l'obligation de rénover, mais en considérant que ce n'est pas le seul levier, qu'il faut aussi qu'on ait les moyens d'accompagnement, de conseil et de financement qui soient appropriés pour que les gens puissent le faire. Et puis, dernier point là-dessus, c'est que on voit aussi, quand on regarde l'étude Open qui mesure tous les 2 ans, je crois, en fait, la quantité de travaux de rénovation qui sont engagés par les ménages en France. On voit en fait qu'on a une quantité de travaux de rénovation qui sont faits aujourd'hui en France par des ménages qui est très satisfaisante. C'est juste que ces travaux qui sont faits sont souvent des petits travaux, en fait, des choses très très faibles. Et donc du coup l'enjeu, c'est aussi d'aller saisir les gens qui engagent là des petits travaux de 1000, 2000, 3000 euros dans leur logement, pour les questionner au bon moment sur est-ce que au moment où vous êtes sur le point d'envisager 3000 euros de travaux, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une approche plus globale qui puisse être financée voilà, de manière opportune pour que vous puissiez la financer, mais qui permette d'avoir une rénovation lourde et satisfaisante d'un point de vue énergétique. C'est pour ça que ça ne s'est pas fait jusque-là. Hein. C'est qu'effectivement, il y a des freins à la mise en place de cette obligation. Il y a une fluidité du marché immobilier qui fonctionne quand même aujourd'hui, que la mise en place d'une obligation comme ça viendrait peut-être gripper un peu. Donc voilà, ça se met en place avec certaines précautions. Bah, c'est sûr que c'est un sujet nouveau et que dans la facture ne se voit pas immédiatement, mais on essaie de développer les outils et surtout les données pour le faire. Donc chaque fabricant maintenant va être de plus en plus incité à produire, à chaque fois qu'il met un produit sur le marché, à faire une fiche de déclaration environnementale et sanitaire qui décrit tout l'impact qu'a son produit sur l'environnement, éventuellement sur la santé, selon des codes bien définis. Donc, et là-dedans, on retrouve effectivement toute l'énergie qui était nécessaire pour produire le matériau et qui est utilisée sur tout le cycle de vie, ces émissions. Donc on a un certain nombre de données actuellement qui va s'enrichir, je l'espère, puisque le fabricant, voyant que on peut pas simuler ses produits avec les nouvelles règles, va être incité, je l'espère, à produire des données pour mieux connaître chaque produit. Et puis après, faut compiler tout ça à l'échelle du bâtiment, bien sûr. Ça, c'est assez complexe. Il faudra pouvoir agréger toutes ces données. Oui. Pas simple. Alors normalement, à travers l'expérimentation qu'on a vue sur les régions françaises, si on a 30 bâtiments déjà par région, fois le nombre de régions, on aura déjà un certain nombre de retours d'expérience et qui seront vérifiés, puisque normalement il y a un observatoire qui va compiler toutes ces données et dont les calculs seront vérifiés au fur et à mesure qui sont rentrés, et ça va permettre de situer le curseur sur qu'est-ce qui est raisonnable de fixer dans un premier temps sur ça ne sera pas l'énergie grise en tant que telle, ça sera les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie, mais on en revient au même, puisqu'on a cet indicateur émissions de gaz à effet de serre pour tout le bâtiment, et on a un sous-indicateur pour les produits de construction et équipements qu'on regarde seul. Donc on verra très vite la part que prend le choix des produits et le choix des chaudières et le choix des énergies renouvelables dans le bâtiment entier. Ouais. Des questions, des demandes de précision?
Le micro est à votre disposition. N'hésitez pas. Thomas Laporte, la réussite passera donc aussi par la rentabilité économique? Évidemment, c'est-à-dire que du coup, encore une fois, d'un point de vue global, le scénario négawatt, dans les analyses qui sont faites sur les résultats du scénario, on a eu une analyse économique en impact sur l'emploi, etc., qui montre que le scénario globalement, il est plus avantageux économiquement pour le pays que le scénario du laisser-faire ou de la continuité. On a tout ça est gagné collectivement, ça c'est une évidence et c'est prouvé par plusieurs modèles économiques qui analysent l'impact de la transition énergétique. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, pour que ça fonctionne, il faut que chacun des acteurs à titre individuel y retrouve un intérêt économique. C'est-à-dire que des acteurs qui seraient perdants vont forcément ne pas engager l'acte de transition énergétique s'ils sont perdants. Donc du coup, c'est là que l'État régulateur, la fiscalité écologique, etc., ont un rôle à jouer pour donner à chaque acteur, que ce soit le particulier, que ce soit l'entreprise et que ce soit la collectivité, un intérêt à agir qui permettent de passer le pas. Mais globalement, le scénario, il est gagnant. Donc voilà. Merci à nos 4 intervenants. Merci de votre participation. Prochaine table ronde ici même à 11h45. Nous parlerons de la COP bretonne avec la région Bretagne et 3 entreprises de notre région. À tout à l'heure.